Bonjour. Hello. I am Gloriane Blais. I'm starting this long live in French, which is my mother language, and I will do it in English after. Nous sommes le 17 mai 2024. Aujourd'hui, je vous lis ma demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada qui est déposée aujourd'hui même au greffe de la Cour suprême du Canada. Je suis la demanderesse dans cette procédure. Cette demande d'autorisation est faite en vertu de l'article 40 de la loi sur la Cour suprême et de la règle 25 des règles de la Cour suprême du Canada. La demande d'autorisation d'appel a plusieurs volumes. Aujourd'hui, je vous lis le mémoire, donc un document de 20 pages que j'ai rédigé pour expliquer brièvement la cause, dans le cadre de cette demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême. Alors, je commence. Alors, c'est à la suite de l'audition du 11 mars 2024, avec une grande mobilisation des citoyens, donc à la Cour d'appel du Québec le 11 mars dernier. Donc, c'est à la suite de ce jugement du 18 mars 2024 que je dépose cette demande d'autorisation. Alors, je commence et je lis. Alors, avocate, la demanderesse, qui est moi-même, comme je vous disais, citant le juge d'alors de la Cour d'appel du Québec, Jean-Louis Beaudoin. Et je cite. Donc, je cite ma citation dans le mémoire d'autorisation d'appel du 5 mars 2021. Alors, je commence. Ce que tous les juges, ça c'est moi qui écrivais ça, ce que tous les juges du Canada maintiennent ou doivent maintenir comme réflexion. Alors, je cite l'ancien juge de la Cour d'appel du Québec, Jean-Louis Beaudoin. Je le cite car c'est une citation en anglais et ensuite je vous lis la traduction en français. I am a non-conditional believer in the complete and absolute independence of the judiciary, which to me is the key to a fair, non-political, impartial, and legitimate system of justice, and thus a prerequisite to the positive public perception of the system. If the day ever came where I will feel this independence to be threatened by the political system, the executive, or indeed even by the public, it will be my strictest duty to resign. Alors, je vous lis la traduction. Je crois inconditionnellement à l'indépendance totale, donc c'est une citation de l'ancien juge de la Cour d'appel Jean-Louis Beaudoin. Je réitère, je crois inconditionnellement à l'indépendance totale et absolue du pouvoir judiciaire qui est pour moi la clé d'un système de justice équitable, apolitique, impartial et légitime. Et donc une condition préalable à la perception positive du système par le public. Si un jour cette indépendance devait être menacée par le système politique, l'exécutif ou même le public, il serait de mon devoir le plus strict de démissionner. Fin de la citation de Jean-Louis Beaudoin. Et je continue mon mémoire, la lecture, la demanderesse qui est moi-même. Donc, la demanderesse n'est pas représentée en la présente ni dans les instances inférieures. Quel est le système de justice que nous souhaitons nous offrir au Canada?
un qui permette aux juges de se protéger entre eux, ou un qui respecte notre Constitution canadienne? Souhaitons-nous vivre et léguer un pays démocratique ou ne vivre et léguer qu'une illusion démocratique? La présente cause canadienne nécessitera beaucoup de courage et d'humilité humaniste, car le plus grand courage et la plus grande humilité humaniste sont nécessaires à la plus grande intégrité. Cette dernière, l'intégrité, la plus grande intégrité, étant essentielle à l'accomplissement effectif de vos responsabilités publiques et constitutionnelles. Je réitère que cette demande d'autorisation s'adresse au juge de la Cour suprême du Canada. Alors, je répète, cette dernière, donc la plus grande intégrité, étant essentielle à l'accomplissement effectif de vos responsabilités publiques et constitutionnelles que vous avez choisi d'assumer à titre de juge au sein du Canada, à titre de juge au sein du plus haut tribunal du Canada, la Cour suprême du Canada, et à titre de juge au sein du Commonwealth. Mais avant cela, il importe que le juge en chef du Canada, c'est la même personne qui occupe le titre de juge en chef du Canada et de la Cour suprême du Canada. Donc, il importe que le juge en chef du Canada et de la Cour suprême du Canada actuelle, et là, ma note de bas de page, c'est là où le juge en chef du Canada à venir, si le juge en chef du Canada actuel démissionne. Alors, mais avant cela, il importe que le juge en chef du Canada actuel ou à venir assigne à cette demande d'autorisation d'appel, la présente demande d'autorisation d'appel, ainsi que lors de l'appel, exclusivement des juges qui n'étaient pas juges à la Cour suprême du Canada le 8 juillet 2021. Et ma note de bas de page, c'est en date de ce jour. En date du 17, c'est signé le 16 mai 2024. En date de ce jour, seuls 2 juges à la Cour suprême du Canada ont été nommés après le 8 juillet 2021, soit l'honorable Michel O'Bonsawin et l'honorable Marie T. Moreau. Donc, il importe que le juge en chef du Canada actuel ou à venir assigne à cette demande d'autorisation d'appel ainsi que lors de l'appel exclusivement des juges qui n'étaient pas juges à la Cour suprême du Canada le 8 juillet 2021, date où la Cour suprême du Canada a failli. Date où le juge en chef du Canada actuel a failli. Lors du jugement sur la demande d'autorisation d'appel à l'origine de ce dossier de la présente cause, afin d'éviter évidemment tout conflit d'intérêts. Soulignons que les initiales des 3 juges font défaut au dit jugement du 8 juillet 2021. Conséquemment, à défaut d'identification individualisée sur le jugement public du 8 juillet 2021, tous les juges de la Cour suprême du Canada en fonction le 8 juillet 2021 sont responsables de ce jugement de la Cour suprême du Canada, car les institutions publiques au sein d'une démocratie, ainsi que les êtres humains qui les composent, se doivent d'être imputables dans leur action et de leur action et de leur omission. De plus, vu l'intérêt national hautement élevé de la présente demande d'autorisation d'appel, la demanderesse, donc moi-même, requiert exceptionnellement une audition sur cette demande d'autorisation d'appel avec la confirmation écrite et publique de la sécurité effective pour la protection personnelle de la demanderesse par la Cour suprême du Canada ou, à défaut,
par le roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth ou la gouverneure générale du Canada. Enfin, vu les énoncés précédents et les 2 langues officielles au Canada, la demanderesse invite la Cour suprême du Canada ou, à défaut, le roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth ou la gouverneure générale du Canada à faire traduire en anglais et à rendre accessible en français et en anglais à l'ensemble de la population mondiale la présente demande d'autorisation d'appel, incluant notamment les 14 volumes de la demande d'autorisation d'appel à l'origine, c'est-à-dire la demande d'autorisation d'appel que j'ai déposée le 5 mars 2021. Afin d'offrir aux 40 millions de Canadiens et aux 2500 millions de citoyens du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth, soit environ un tiers de l'humanité, la transparence de la Cour suprême du Canada et incidemment du roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth. Rappelons-nous dès lors quelques énoncés jurisprudentiels de la Cour suprême du Canada, car même si ces principes peuvent à l'occasion dater, ils n'en perdent de loin leur lustre, et même au contraire, dans leur essence, ces énoncés jurisprudentiels n'ont en fait jamais été contredits. En 1997, la Cour suprême du Canada, dans le renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'île du Prince-Édouard, sous la plume du juge en chef du Canada d'alors, le juge en chef Lamer, et je cite, « De plus, la Cour suprême du Canada a souligné que le préambule et les dispositions relatives à la magistrature de la loi constitutionnelle de 1867 étaient des sources supplémentaires de l'indépendance de la magistrature. Quant à moi, ces sources fondent aussi l'indépendance institutionnelle de la magistrature. Tout compte fait, il est clair que l'indépendance institutionnelle de la magistrature est un élément fondamental de la compréhension du constitutionnalisme au Canada. Citation de Cooper. Cependant, l'indépendance institutionnelle de la magistrature reflète un engagement plus profond envers la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires de l'État. Fin de la citation. Auparavant, en 1988, la Cour suprême du Canada, dans B.C.G.E.U. contre British Columbia procureur général, oui, c'est ça, sous la plume du juge en chef du Canada d'alors, le juge en chef Dixon, ouverture de la citation, c'est le fait d'entraver l'administration impartiale de la justice ou d'y faire obstacle qui relève du droit en matière d'outrage criminel, et cela n'a rien à voir avec les sentiments personnels des juges. Ceux-ci ne doivent pas se servir du pouvoir qu'ils détiennent à cet égard pour défendre leur propre honneur, et aucun juge ne doit permettre que ses sentiments personnels entrent en ligne de compte. Fin de la citation. Que s'est-il passé dans cette cause qui, par l'acharnement allant à l'encontre de tous les principes constitutionnels, par l'abus de pouvoir à tous les niveaux, incluant au niveau déontologique, donc, que s'est-il passé dans cette cause qui revient devant le plus haut tribunal du Canada, la Cour suprême du Canada? Est-ce l'ultime chance pour le pouvoir judiciaire constitutionnel canadien de reprendre son lustre, de se remettre en question avec intégrité et choisir la justice? Ou est-ce la fin de l'illusion
démocratique au Canada. Une cause à l'origine qui a débuté en 2009 où une société d'État du gouvernement de la province du Québec au Canada intimement liée légalement avec le pouvoir politique du gouvernement du Canada, du Québec au Canada, entre parenthèses, société du gouvernement, ci-après, gouvernement au Canada. Donc, cette société d'État, je vais la nommer gouvernement au Canada puisqu'elle est intimement liée légalement. Donc, lorsque le gouvernement au Canada abusait de ses pouvoirs, notamment financiers, en ne respectant pas le décret gouvernemental auquel il était soumis et son contrat signé avec un citoyen canadien. Ce citoyen canadien, victime de l'abus de pouvoir gouvernemental, deviendra en 2011 le client de la demanderesse, c'est-à-dire moi-même, la demanderesse étant alors avocate depuis 1999. Une cause à l'origine où la demanderesse a monté avec son client un dossier judiciaire extrêmement solide, où plusieurs de ces rapports d'expertise n'ont jamais été contredits par le dit gouvernement au Canada, incluant les rapports d'expertise établissant le quantum des dommages compensatoires. Et je cite un extrait du mémoire de ma demande d'autorisation d'appel du 5 mars 2021. Alors, je cite « Et les dommages compensatoires prouvés au procès dont aucune preuve contraire n'a été soumise par l'intimé, donc le gouvernement au Canada, totalisent au-delà de 30 millions de dollars. » Fermeture de la citation. Une cause où le procès de longue durée s'est tenu à l'automne 2020, où même plusieurs témoins assignés par le dit gouvernement au Canada témoignaient en faveur de la cause du client de la demanderesse, des témoins honnêtes qui ne voulaient pas mentir pour certains, ou qui étaient si habitués de ne pas suivre le décret gouvernemental, qui étaient si habitués d'abuser de leur pouvoir qu'ils n'avaient plus aucun esprit critique envers eux-mêmes, envers leurs propres actions et omissions. Un procès qui s'est terminé par la journée des plaidoiries avec un juge portant une lésion corporelle, un juge qui ne portait plus le regard auquel la demanderesse avait eu l'habitude d'observer pendant ses nombreuses années de pratique et même généralement pendant l'enquête lors du procès. Ce juge dont elle appréciait le professionnalisme. Un juge, donc je parle toujours du juge du procès, dont la haute compétence ne fut pas démentie pendant toute la durée du procès. Et même qu'à la suite de ce procès, dans le cadre d'un jugement historique dans une autre cause historique concernant la tragédie du déraillement ferroviaire de Lac-Mégantic. Tragédie où la demanderesse était impliquée du côté américain au niveau des procédures judiciaires avec ses collègues aux États-Unis. Donc, un juge dont la plus haute compétence ne fut pas démentie pendant toute la durée du procès et même dans le cadre d'un autre jugement historique. Un juge qui suivait et comprenait très bien la preuve lors de l'enquête au procès avec assiduité et intelligence. Un juge qui fut le juge coordonnateur de son district judiciaire et lors de son retrait de cette fonction importante, fut honoré par des mots justes par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec d'alors, lors d'une cérémonie en septembre 2013 où la demanderesse avocate était présente. Un juge, toujours le juge du procès, qui, lorsqu'il a rendu son jugement final, a notamment omis de nommer de nombreux éléments de preuve favorisant le client de la demanderesse et n'a évalué la crédibilité d'aucun témoin parce que les témoins crédibles favorisaient tous la thèse du client de la demanderesse. Un juge qui, par ses omissions au sein de son jugement final, a favorisé intentionnellement le dit gouvernement au Canada. Ce juge du procès a gravement failli
non pas parce que sa compétence était limitée, nous n'en sommes point là. Ce juge a failli par un manque d'intégrité pour cette cause contre le dit gouvernement au Canada, par un manque d'intégrité hautement visible, par un manque d'intégrité flagrante pour ceux prenant connaissance de la preuve, à même la demande d'autorisation d'appel que j'ai rédigée en mars 2021, ou ayant assisté à tout ce procès de longue durée. Un juge, le juge du procès toujours, qui s'est placé au mauvais endroit de l'histoire, car il importe de connaître notre histoire occidentale qui est la fondation de notre présent, car plutôt telle que j'en terminais ma plaidoirie devant la Cour d'appel du Québec le 11 mars 2024. Alors, je me cite, c'est un extrait de ma plaidoirie du 11 mars 2024. Quand on prend une responsabilité constitutionnelle comme être juge au Canada, dans un pays qui se doit d'être démocratique, il se dit démocratique et il informe la population qu'il est démocratique. On doit, quand on prend la responsabilité de juge, d'être prêt d'aller jusqu'au bout dans nos responsabilités constitutionnelles. Sinon, on ne les prend pas, ces responsabilités-là. On n'est pas obligé de les prendre. C'est un choix personnel de les prendre. Si on les prend, on l'assume jusqu'au bout, jusqu'à sa mort s'il le faut, jusqu'au bout. Quand on est dans une démocratie, on est dans des processus pacifiques et non militaires. Pour assurer ce processus et cette démarche pacifique, comme je le fais aujourd'hui, on se doit d'être capable d'aller jusqu'au bout comme les militaires, comme nos vétérans sont allés à l'époque naziste. Sinon, il faut arrêter de prendre pour acquis la démocratie. J'ai suivi une formation du International Law Association quand j'étais avocate à São Paulo, au Brésil, avec des experts en anticorruption de Washington, Paris et Londres. 3 petits points. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que arrêtons de protéger les individus qui faillissent face à leurs responsabilités constitutionnelles et publiques, même si ça demande le plus grand courage du monde. Demandez votre protection personnelle et je disais au juge à la Cour d'appel du Québec, et ayez le courage de prendre connaissance avec ouverture d'esprit, car l'impartialité nécessite l'ouverture d'esprit, selon Luc Huppé de la déontologie de magistrature. Donc, prenez connaissance de la preuve avec ouverture d'esprit. La preuve, c'est ma demande d'autorisation d'appel, les 14 volumes du 5 mars 2021. Donc, prenez connaissance de la preuve avec ouverture d'esprit requise pour assurer votre impartialité, pour assurer que vous allez assumer entièrement vos responsabilités constitutionnelles à titre de respect aux pères fondateurs et aux vétérans qui sont allés défendre nos droits humains, notre liberté, même jusqu'au péril de leur vie. Fin de la citation d'un extrait de ma plaidoirie devant la Cour d'appel du Québec du 11 mars 2024. Et je continue de mémoire. Et que s'est-il passé à la suite de ce manque outrancier d'impartialité, d'indépendance judiciaire et de primauté du droit à la suite de ce jugement final avec un manque d'intégrité intentionnelle du juge du procès qui a failli, au lieu de prendre exemple sur nos vétérans, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout dans ses responsabilités constitutionnelles. Que s'est-il passé par la suite? La Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada ont choisi de protéger le juge ayant failli, donc le juge du procès, ayant failli dans ses responsabilités constitutionnelles. Donc, la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada ont choisi de protéger leurs amis juges et ensuite leurs amis juges, au pluriel, au lieu de nommer ce qui devait être nommé, au lieu d'agir avec justice. C'est ce que la demande d'autorisation d'appel à l'origine, du 5 mars 2021, à la Cour suprême du Canada fait
la preuve. Le plus haut tribunal de la province du Québec au Canada et le plus haut tribunal au Canada ont choisi de faire ce dont le juge en chef du Canada en 1988, le juge en chef Dixon, nous alerta, et je recite, ouverture de la citation, « Cela n'a rien à voir avec les sentiments personnels des juges. Ceux-ci ne doivent pas se servir du pouvoir qu'ils détiennent à cet égard pour défendre leur propre honneur et aucun juge ne doit permettre que ses sentiments personnels entrent en ligne de compte. » Fermeture de la citation. Mais avant que la Cour suprême du Canada faillît, avant que la Cour suprême du Canada faillit, donc avant qu'elle rende jugement, alors que la demande d'autorisation d'appel d'origine venait d'être déposée au greffe de la Cour suprême du Canada, le juge en chef de la Cour supérieure du Québec d'alors, c'est-à-dire le patron du juge du procès de la Cour supérieure du Québec, le patron du juge du procès, a choisi non pas de faire ce qu'il devait poser comme action afin de respecter ses responsabilités constitutionnelles, soit de porter la situation alors exclusivement québécoise, Cour supérieure du Québec aux cours d'appel du Québec, non pas de faire ce qu'il devait poser comme action afin de respecter ses responsabilités constitutionnelles, soit de porter la situation alors exclusivement québécoise au Conseil canadien de la magistrature, afin de dénoncer avec justesse ses amis juges. Au lieu de cela, le juge en chef de la Cour supérieure du Québec d'alors a choisi d'y aller de l'injure à l'odieux. Il a déposé officiellement une demande, le juge en chef de la Cour supérieure du Québec a déposé officiellement une demande d'enquête concernant la demande d'adresse avocate auprès du syndic du barreau du Québec, point d'exclamation dans mon mémoire. Mais il ne devait pas y avoir d'inquiétude pour la demanderesse avocate car le syndic du barreau du Québec est une institution indépendante et au service de la protection du public, donc au service d'une avocate qui dénonce avec preuve solide le manque honteux des responsabilités constitutionnelles du juge du procès de la Cour supérieure du Québec et de la formation de 3 juges de la Cour d'appel du Québec. Mais contre toute attente, pour la demanderesse avocate, l'intimé Daniel Gagnon, syndic adjoint au barreau du Québec, est responsable du traitement de cette demande d'enquête du juge en chef de la Cour supérieure du Québec d'alors. L'intimé Daniel Gagnon décida, syndic adjoint du barreau du Québec, décida d'introduire la toute première poursuite, entre parenthèses, plainte disciplinaire à vie à l'encontre de la demanderesse avocate, et ce, malgré la preuve extrêmement solide au sein des 14 volumes de la demande d'autorisation d'appel d'origine. Cette poursuite disciplinaire fut introduite donc, par l'intimé Daniel Gagnon le 18 mai 2021, soit avant même le jugement de la Cour suprême du Canada du 8 juillet 2021, près de 2 mois avant, sur la demande d'autorisation d'appel d'origine. Comme si on avait voulu menacer la demanderesse avocate, comme si on avait voulu lui indiquer clairement qu'elle devait se désister de sa demande d'autorisation d'appel afin d'éviter que la Cour suprême du Canada n'ait à rendre son jugement et n'ait à faillir devant ses responsabilités constitutionnelles. Soulignons que l'intimé Gagnon a témoigné, donc toujours syndic adjoint au syndic du barreau du Québec, a témoigné sous serment à 2 reprises qu'outre le mémoire de 20 pages, celui qui avait la responsabilité de l'enquête avant l'introduction de la plainte disciplinaire, donc l'intimé Gagnon a témoigné sous serment à 2 reprises qu'outre le mémoire de 20 pages, il n'a jamais lu une page des 14 volumes de la demande d'autorisation d'appel d'origine, c'est-à-dire la preuve. Il va même jusqu'à plaider devant la Cour, le Conseil de discipline du barreau du Québec, et je cite, «
l'intimé Gagnon, plaide que la lecture des 14 volumes de la demande d'autorisation d'appel n'est pas pertinente pour décider de la plainte. Il est allé jusqu'à dire ça. Fermeture de la citation. Alors que l'intimé Gagnon avait choisi d'assumer la responsabilité publique d'évaluer la demande d'enquête et sa preuve, ou était-ce une façon pour l'intimé Gagnon de se protéger éventuellement d'une poursuite criminelle en tentant de faire croire au défaut de son intention criminelle, au défaut de la mens rea? Nous sommes rendus à l'étape où nous sommes en droit de nous poser la question. Cette poursuite disciplinaire de l'intimé Gagnon fut avalisée illégalement dans un déni total de justice. Je réitère, cette poursuite disciplinaire de l'intimé Gagnon fut avalisée illégalement dans un déni total de justice et de la Constitution canadienne par le Conseil de discipline du barreau du Québec, par le Tribunal des professions du Québec, ainsi qu'à nouveau par la Cour supérieure du Québec et par la Cour d'appel du Québec. Le système judiciaire canadien ayant failli à respecter la Constitution du Canada, comme nous le mentionnions devant la Cour d'appel du Québec le 11 mars 2024. Et je me cite, « Pour une cause où le système judiciaire canadien a failli lamentablement, incluant le plus haut tribunal d'une province au Canada, la Cour d'appel du Québec, il y a maintenant 3 ans, le 4 février 2021, la Cour suprême du Canada, incluant scandaleusement aussi le plus haut tribunal du pays du Canada, la Cour suprême du Canada, le 8 juillet 2021, une cause où le système judiciaire canadien a failli devant l'abus de pouvoir gouvernemental du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, donc je disais à la Cour d'appel du Québec, aujourd'hui, la seule question, monsieur le juge, que vous devez décider est que souhaitez-vous protéger? La Constitution du Canada ou le pouvoir judiciaire constitutionnel a été interprété par la Cour suprême du Canada d'alors comme étant le contre-pouvoir constitutionnel à l'abus de pouvoir gouvernemental ou que souhaitez-vous protéger, monsieur le juge, ou de protéger les individus qui ont failli devant leurs responsabilités constitutionnelles, vos confrères, vos consoeurs juges ayant failli? D'avoir choisi de ne pas respecter leurs obligations et des principes constitutionnels, notamment la primauté du droit, de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du pouvoir judiciaire constitutionnel, le pouvoir judiciaire qui est constitutionnel, et de l'obligation d'impartialité des tribunaux et des juges personnellement. Vous pouvez vous référer à cette dernière obligation à la monographie de l'UQP, la déontologie de la magistrature, perspective canadienne et internationale. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est une obligation d'impartialité, il le traite sur plusieurs pages. Fin de ma citation. C'est dans ces circonstances, et je continue mon mémoire, c'est dans ces circonstances que la présente cause concerne non seulement la demanderesse, mais concerne tous les Canadiens qui désirent vivre dans un état de droit, vivre avec un système judiciaire qui respecte ses responsabilités constitutionnelles. Le rôle attribué à la Cour suprême du Canada est décrit comme suit, et je cite le site web de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada est la juridiction d'appel de dernier ressort du pays. Elle sert les Canadiens en tranchant des questions de droit d'importance pour le public et contribue ainsi à l'évolution de tous les domaines du droit au Canada. L'indépendance de la Cour, la qualité de ses travaux et le respect qu'on lui porte, tant ici qu'à l'étranger, sont autant d'éléments qui contribuent grandement au fondement d'un pays fort, sécuritaire et démocratique qui repose sur la primauté du droit. Au terme de la loi sur la Cour suprême du Canada se compose de 9 juges, dont le juge en chef du Canada. La Cour suprême du Canada est d'une
importante institution nationale située au sommet du pouvoir judiciaire de l'État canadien. La primauté du droit, donc fin de la citation, et je continue, et là c'est mes mots, la primauté du droit n'existe que si la Constitution du Canada est appliquée par les tribunaux. Alors, exposer des arguments, question numéro 1, ma première question. Pour la confiance du public envers la plus haute institution du troisième pouvoir constitutionnel qu'est la Cour suprême du Canada, à cette demande d'autorisation d'appel ainsi que lors de l'appel, est-il souhaitable d'assigner exclusivement des juges qui n'étaient pas juges à la Cour suprême du Canada le 8 juillet 2021? Oui, évidemment. Afin évidemment d'éviter tout conflit d'intérêts en lien avec son jugement du 8 juillet 2021, date où la Cour suprême du Canada a failli, lors du jugement sur la demande d'autorisation d'appel à l'origine de la présente cause. Question 2. Est-il souhaitable de prévoir une audition sur la présente demande d'autorisation d'appel avec la confirmation écrite et publique de la sécurité effective pour la protection personnelle de la demanderesse par la Cour suprême du Canada ou, à défaut, par le roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth ou la gouverneure générale du Canada? Ma réponse, oui, vu l'intérêt national hautement élevé de la présente demande d'autorisation d'appel, le tout exceptionnellement. Question numéro 3. Est-il souhaitable de faire traduire en anglais et de rendre accessible en français et en anglais à l'ensemble de la population mondiale la présente demande d'autorisation d'appel, incluant notamment les 14 volumes de la demande d'autorisation d'appel d'origine, par la Cour suprême du Canada ou, à défaut, par le roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth ou la gouverneure générale du Canada? Oui, vu les énoncés précédents et les 2 langues officielles au Canada afin d'offrir aux 40 millions de Canadiens et aux 2500 millions de citoyens du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth, soit environ un tiers de l'humanité, la transparence de la Cour suprême du Canada, incidemment du roi du Royaume-Uni et des royaumes du Commonwealth. Question 4. Quel est le système de justice que nous souhaitons nous offrir au Canada? Un système qui permet aux juges de se protéger entre eux? Non. En 2011, dans le cadre de sa thèse publiée, l'auteur et professeur en droit Martine Valois présente un portrait juste de l'évolution de la Cour suprême du Canada relativement à l'indépendance judiciaire. Alors, je cite Martine Valois, « Bien que l'arrêt Valente ait déjà distingué les 2 aspects de l'indépendance judiciaire, c'est dans Beauregard que la notion d'indépendance du juge devient celle du judiciaire, qui est plus large que la liberté du juge pris individuellement. Les jugements rendus dans Terrien et dans l'affaire Moreau-Bérubé, où la Cour, c'est-à-dire la Cour suprême, soulève pour la première fois la notion d'abus de l'indépendance judiciaire, démontrent bien la volonté de la plus haute juridiction du pays de limiter l'étendue de la protection de l'indépendance judiciaire dans les cas où il s'agit d'appliquer cette garantie à un juge dont la conduite se révèle indigne de la charge qu'il occupe. D'une certaine façon, alors je continue avec les mots de la professeure Martine Valois, d'une certaine façon, la Cour suprême du Canada sacrifie la délinquance judiciaire à l'autel de l'indépendance institutionnelle. C'est le prix à payer pour éviter que le paradoxe des juges, se jugeant les uns les autres, ne vienne ternir l'aura de la légitimité que les tribunaux tentent de construire sur les fondements de l'indépendance judiciaire comme pilier du système de justice. Fin de la citation. Question numéro 5. Quel est le système de justice que nous souhaitons nous offrir au Canada? Un système qui respecte notre Constitution canadienne? Oui. Question numéro 6. Souhaitons-nous vivre et léguer un pays libre et démocratique? Oui. En tant que pays du Commonwealth, nous nous sommes battus devant le totalitarisme et la barbarie, allant jusqu'à y perdre nos vies.
les nombreuses vies de nos vétérans pour assurer les droits humains et la paix sociale. Car sans le respect des droits humains, la paix sociale ne peut exister. En tant que pays du Commonwealth, nous avons choisi le respect des droits humains, la paix sociale par la création de nos institutions publiques d'inspiration romaine, par la création de ces institutions qui sont les gardiennes du respect des droits humains et des principes constitutionnels d'inspiration du droit romain, via l'application de nos constitutions, dont la Constitution du Canada. Si nos institutions publiques ne respectent plus leurs responsabilités constitutionnelles, si le pouvoir judiciaire n'est plus le contre-pouvoir à l'abus de pouvoir gouvernemental, si le pouvoir judiciaire dessert les juges et non la justice, nous ne pouvons alors plus prétendre vivre et léguer un pays démocratique. Et ce n'est pas en oubliant les fautes que nous corrigeons ces fautes. Donc, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas en oubliant les fautes que nous corrigeons ces fautes. Ce n'est que par l'amende honorable, sincère du pouvoir judiciaire que le pouvoir judiciaire pourra se redresser, comme cela est le cas pour chaque être humain. L'amende honorable, sincère est la seule voie pour le pouvoir judiciaire, pour chaque pouvoir constitutionnel, pour chaque institution publique, pour chaque être humain. Nous en sommes capables en tant que pays du Commonwealth. Nous en sommes capables pour le futur des enfants. Car ce que les vétérans ont fait a été leur legs. Maintenant, c'est à nous, c'est à vous, chers juges de la Cour suprême du Canada, de léguer une société démocratique aux générations futures. Question numéro 7. Souhaitons-nous agir avec la plus grande intégrité? Oui. Question numéro 8. Est-ce que la Cour suprême du Canada devrait saisir cette ultime chance pour le pouvoir judiciaire constitutionnel canadien de reprendre son lustre, de se remettre en question avec intégrité et choisir la justice? Oui. Question numéro 9. Les décisions et jugements du système judiciaire canadien dans la présente cause, incluant dans le dossier d'origine, sont-ils de l'abus de pouvoir du troisième pouvoir constitutionnel canadien? Oui. Voici, écoutez bien ça, voici ces décisions et jugements auxquels la demanderesse a dû, moi-même, a dû faire face devant cet abus de pouvoir inlassable du troisième pouvoir constitutionnel canadien, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. Donc, je nomme toutes ces décisions et jugements. Jugement final de la Cour supérieure du Québec daté du 24 novembre 2020. Arrêt de la Cour d'appel du Québec daté du 4 février 2021. Décision administrative du juge en chef de la Cour supérieure du Québec d'alors en date du 15 avril 2021. Décision d'introduire la plainte disciplinaire par le syndic du barreau du Québec en date du 18 mai 2021. Jugement de la Cour suprême du Canada daté du 8 juillet 2021. Décision d'examen psychiatrique en date du 3 février 2022 et décision de radiation permanente en date du 10 mars 2022 par le Conseil d'administration du barreau du Québec. Décision sur culpabilité du Conseil de discipline du barreau du Québec daté du 29 avril 2022. Jugement du tribunal des professions daté du 3 août 2022. Décision sur sanction Conseil de discipline du barreau du Québec daté du 14 septembre 2022. Jugement du tribunal des professions du Québec daté du 16 février 2023. Jugement de la Cour supérieure du Québec daté des 3 et 9 janvier 2024. Et jugement de la Cour d'appel du Québec daté du 18 mars 2024. Il est maintenant temps
que le pouvoir judiciaire constitutionnel canadien, via son plus haut tribunal au Canada, rétablisse la justice. D'ailleurs, la demanderesse terminant son mémoire de la demande d'autorisation d'appel d'origine du 5 mars 2021 comme suit. Nous terminerons, donc c'est mes mots, par cette citation des professeurs Hoseger, Henniger et Riddle. Alors, je les cite en anglais et ensuite je lis la traduction en français. Suffice it to say that independence of the judiciary is an essential part of the fabric of our free and democratic society. It is recognized and protected by the law and the Convention of the Constitution, as well as by the statute and common law. Its essential purpose is to enable judges to render decisions in accordance with their view of the law and the fact without concern for the consequence to themselves. This is necessary to assure the public, both in appearance and reality, that their case will be decided, their laws will be interpreted, and their constitution will be applied without fear or favor. Alors, je lis la citation en français. Il suffit de dire que l'indépendance du pouvoir judiciaire est un élément essentiel du tissu de notre société libre et démocratique. Elle est reconnue et protégée par la loi et la Convention de la Constitution, ainsi que par la législation et la common law. Son objectif essentiel est de permettre aux juges de rendre des décisions conformément à leur vision du droit et des faits, sans se soucier des conséquences pour eux-mêmes. Cela est nécessaire pour garantir au public, tant en apparence qu'en réalité, que ses affaires seront tranchées, que ses lois seront interprétées et que sa Constitution sera appliquée sans crainte ni faveur. Alors, fin de la citation. Alors, je continue mon mémoire et je termine bientôt la lecture du mémoire en français, sans oublier la demanderesse, sans oublier la demanderesse qui, par son intégrité sans faille, fut abusivement radiée à titre d'avocate au Canada. Il est maintenant aussi temps qu'elle puisse bénéficier de la protection de la Constitution du Canada. Constitution issue du droit romain, issue du droit d'il y a plus de 2000 ans, que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre par manque d'intégrité du troisième pouvoir constitutionnel. Et je cite la Cour suprême dans Groya et Hill contre Église de Scientologie de Toronto. Alors, je cite la Cour suprême. La réputation d'intégrité de l'avocat est son atout professionnel le plus important. Cette réputation prend généralement beaucoup de temps à bâtir et elle peut se perdre en un claquement de doigts. Les tribunaux et les auteurs en ont d'ailleurs souligné l'importance. Dans l'arrêt, le juge Corey l'a formulé ainsi. La réputation d'un avocat est d'une importance primordiale vis-à-vis des clients, des membres de la profession et de la magistrature. L'avocat montre sa pratique et la maintient grâce à sa réputation d'intégrité et de conscience professionnelle. Elle est la pierre angulaire de sa vie professionnelle. Même doué d'un talent exceptionnel et faisant preuve d'une diligence de tout instant, l'avocat ne peut survivre sans une réputation irréprochable. Maintenir une réputation d'intégrité est le défi d'une vie. Une fois entachée, celle de l'avocat pourrait ne jamais être totalement rétablie. Alors, la demanderesse demande que sa demande d'autorisation d'appel, signée le 16 mai 2024 et déposée aujourd'hui, le 17 mai 2024, soit accueillie. Et j'ai une table des sources que vous pourrez consulter. Tous ces documents
seront disponibles aujourd'hui ou plus tard demain sur mes réseaux sociaux X et Facebook. Tous ces documents seront accessibles via un lien de Curium. Vous pourrez télécharger le mémoire, l'avis d'appel, ce sera en français et aussi en anglais pour ce qui est du mémoire et l'avis d'appel. Et pour ce qui est des nombreux volumes de ma demande d'autorisation d'appel au complet, il sera aussi disponible en français uniquement en attendant que la Cour suprême du Canada ou à défaut, le Royaume du Royaume-Uni et des Royaumes du Commonwealth ou la gouverneure générale du Québec assure la traduction de l'ensemble de ces volumes. Merci beaucoup pour votre attention et je continue en anglais. S'il vous plaît, partagez à tous vos amis partout dans le monde. Ça concerne toutes les démocraties occidentales si on veut maintenir nos institutions démocratiques, si on veut offrir et léguer nos pays comme des nations libres et démocratiques. Hello, I am, sorry. Hello, I am Gloriane Blais. We are the 17th of May 2024. Today I'm doing this live because I deposit today an application to leave to appeal at the Supreme Court of Canada pursuant to Section 40 of the Supreme Court Act and the Rule 25 of the Supreme Court of Canada against the judgment of the Court of Appeal of Quebec rendered on March 18, 2024. This application to leave to appeal deposit today. It's follow the hearing in front of the Court of Appeal at the Quebec Courthouse, March 11, 2024, which a lot of citizens support me at the courthouse in March 11. It will be available today or tomorrow, my notice of application for leave, signed yesterday and deposited today, my plaintiff brief, translate by Deep L, though it's not perfectly translate, and it will also available in French, and all the application for leave to appeal. It will there is a lot of volume will be deposited also, but it will be in French for now. I will explain in my brief what I'm doing, what I'm asking to render available in English all the proof. Then today I'm reading. I try to read. I'm not perfectly in English. You can hear. I put a lot of energy to learn English, but it's where I am now. Then I'm reading my plaintiff brief. I'm the plaintiff. Then I'm beginning. Then a lawyer, the plaintiff, the lawyer, it was me. Then a lawyer, the plaintiff seat. Then Quebec Court of Appeal Judge Jean-Louis Baudouin. The first sentence, it's my sentence. What every judge in Canada maintain or must maintain as taught. Then this is the citation of the Jean-Louis Baudouin, ex-judge, previously judge at the Court of Appeal of Quebec. I am an unconditional believer in the complete and absolute independence of the judiciary, which to me is the key to a fair, non-political, impartial, and legitimate system of justice, and thus a prerequisite to the positive public perception of the system. If the day ever came where I would feel this independence to be threatened by the political system,
the executive or indeed even by the public, it will be my strictest duty to resign. End of the citation. The I'm continuing to read my brief. In the application to leave to appeal at the Supreme Court of Canada that I deposit today, the plaintiff is not represented in this case, nor in the proceeding below. What kind of justice system do we want in Canada? One that allows judges to protect each other, or one that respects our Canadian Constitution? Do we want to live and bequeath a democratic country, or do we want to live and bequeath only a democratic illusion? The present Canadian case will require great courage and humanistic humility, for the greatest courage and the humanistic humility are necessary to the greatest integrity. The greatest integrity being essential to the effective fulfillment of the judge at the Supreme Court of Canada, I'm talking to your public and constitutional responsibility that you have chosen to assume as a judge within Canada, as a judge within the highest court in Canada, the Supreme Court of Canada, and as a judge within the Commonwealth. Sorry. But before doing so, it is important that the current Chief of Justice of Canada, and is also the Chief of Justice of the Supreme Court of Canada, and my not at the end of the page, I write, or the next Chief of Justice of Canada, if the current Chief of Justice of Canada resign. Then it is important that the current Chief of Justice of Canada assign to this application for leave to appeal, as well as on appeal, exclusively judges who were not judge of the Supreme Court of Canada on July 8, 2021. And my note at the end of the page is, as of today, only 2 Supreme Court of Canada justices have been appointed after July 8, 2021. The Honorable Michelle O. Bonsawin and the Honorable Mary T. Moreau. It is important that the current Chief of Justice of Canada assign to this application for leave to appeal, as well as an appeal, exclusively judges who were not judge of the Supreme Court of Canada on July 8, 2021, the date on which the Supreme Court of Canada failed, the date on which the current Chief of Justice of Canada failed. In the judgment of the application for leave to appeal that gave the origin to this case, then I deposit an application for leave to appeal in March 2021, and they failed at that time, the Supreme Court of Canada, the July 8, 2021. In order to avoid any obvious conflict of interest, it should be noted that the initial of the 3 judges are missing from the judgment of July 8, 2021. All the judges of the Supreme Court of Canada in office on July 8, 2021 are responsible for this judgment of the Supreme Court of Canada, because public institutions in a democracy, as well as the human beings who make them up, must be accountable for their action and omission. Furthermore, in view
of the highly elevate national interest of the application for this current application for leave to appeal, the plaintiff, myself, exceptionally request an hearing on this application for leave to appeal, with written and public confirmation of effective security for the plaintiff's personal protection by the Supreme Court of Canada, or failing that or if not, by the King of the United Kingdom and Commonwealth realms, or the Governor General of Canada. Finally, in view of the foregoing statement and the two official languages in Canada, the plaintiff, myself, invite the Supreme Court of Canada, or if not, the King of the United Kingdom and the Commonwealth realms, or the Governor General of Canada, to have the present application for leave to appeal translate into English and made available in English and French to the entire world population, including in particular the 14 volume of the original application for leave to appeal. The original application for leave to appeal is the one in March 2021, in order to offer the 40 million Canadian and the 2,500 million citizens of the United Kingdom and the Commonwealth realms, meaning approximately 1/3 of the humanity, to offer the transparency of the Supreme Court of Canada and incidentally of the King of the United Kingdom and the Commonwealth realms. Let's take a look at some of the Supreme Court of Canada jurisprudential statements. While these principles may occasionally be dated, they have by no means lost their lustre, and even on the contrary, in their essence, these jurisprudential statements have never been contradicted. In 1997, the Supreme Court of Canada, in the reference of remuneration of Judge of the Provincial Court of Prince Edward Island, writing of the then Chief of Justice of Canada, Chief Justice Lamer. Moreover, the Supreme Court of Canada has pointed to the preamble and judicature provision of the Constitutional Act 1867 as additional source of judicial independence. As far as I am concerned, this source, this is the Chief Justice Lamer, as far as I am concerned, this source also underpin the institutional independence of the judiciary. On balance, it is clear that the institutional independence of the judiciary is fundamental to the understanding of constitutionalism in Canada. Reference Cooper. However, the institutional independence of the judiciary reflects a deeper commitment of the separation of the legislative, executive, and judicial power of the state. End of the citation. Previously, in 1988, the Supreme Court of Canada in BCG EU versus British Columbia Attorney General, under the pen of the then Chief of Justice of Canada, Chief Justice Dixon, and I cite, "It is obstructing or impeding the impartial administration of justice that is the law of criminal contempt. It has nothing to do with the personal feeling of judge. Judge must not use their power in the regard to defend their honor, and no judge should allow his or her
personal feeling to come into play. What has happened in this case? End of the station, sorry, and now I read my own words in my plaintiff's brief. What has happened in this case, which, through its relentless pursuit of every constitutional principle, through its abuse of power at every level, including the ethical level or disciplinary level, is now what happened in this case here, which is now back before Canada's highest court, the Supreme Court of Canada. Is this the last chance for the Canadian constitutional judiciary to regain its lustre, to question itself with integrity and choose justice? Or is this the end of the democratic illusion in Canada? A case which originally began in 2009, where a crown corporation of the government of Quebec, the province of Quebec in Canada, closely linked by law with the political power of the government of Quebec in Canada, a crown corporation of the government hereafter I will call government in Canada, abuse its power, notably financial, by not respecting the government decree to which it was subject and its contract signed with a Canadian citizen. The Canadian citizen, a victim of the government abuse of power, became the plaintiff client, my client, in 2011. The plaintiff having been a lawyer since 1999, myself, since 1999. A case in which the plaintiff, along with her client, built an extremely solid legal case in which several of her expert reports were never contradicted by the government in Canada, including the expert report established the quantum of the compensatory damage. And I cite my words in my brief in March 2021. And the compensatory damage proven at the trial, on which no evidence to the contrary was submitted by the respondent, total in excess of $30 million Canadian dollar. End of the station. A case where the lengthy trial was held in fall of 2020, where even several witnesses subpoenaed by the government in Canada testified that several witnesses testified in favor of the plaintiff's client's case, honest witnesses who didn't want to lie for some, or who were so used to not following the government decree, who were so used to abusing their power that they no longer had any critical spirit toward themselves, toward their own action and omission. A trial that ended with the day of closing argument, with a judge wearing a body injury, a judge who no longer wore the look that the plaintiff had become accustomed to observing during her many years of practice, and even generally during the inquest at the trial. This judge, whose professionalism she appreciates, a judge whose high competence was unquestioned during the trial, as well as in the aftermath in this trial,
in a landmark judgment in another landmark case concerning the Lac Mégantic train derailment tragedy, a tragedy in which the plaintiff was involved on the American side in legal proceeding with her colleague in United States. A judge, the trial judge, who assiduously and intelligently followed and understood the evidence at trial. A judge who, the trial judge, was the coordinating judge of his judicial district, and upon his retirement from this important position was honored with the right words by the then Chief of Justice of the Superior Court of Quebec at a ceremony in September 2013, where the plaintiff lawyer was present. A judge who, in rendering his final judgment, notably omit to name numerous pieces of evidence favoring the plaintiff client and failed to assess the credibility of any witness in the judgments, because the credible witness all favored the plaintiff client's case. A judge who, through his omission on his final judgment, intentionally favor the said government in Canada. This trial judge seriously failed, not because his competence was limited, that's not the point. This judge failed, the trial judge, because of a highly visible lack of integrity in this case, against the aforementioned against the government in Canada, by a blatant lack of integrity for those taking note of the evidence or having attended the entire lengthy trial. A judge who placed himself in the wrong place in history, for it is important to know our Western history, which is the foundation of our present. As I conclude my argument, my pleading before the Quebec Court of Appeal on March 11, 2024, and it's my station. When you take on a constitutional responsibility like being a judge in Canada, in a country that has to be democratic, it's called itself democratic, and it informs the population that it is democratic, you have, as judge, when you have take on the responsibility of being a judge, to be ready to go all the way in our constitutional responsibility. Otherwise, you don't take them these responsibility. You are not obligated to take them. It's a personal choice to take them. If you take them, you assume them to the end, to your death, if needed be, to the end. When you are in democracy, you are involved in peaceful, non-military process. To answer this process and this peaceful approach, as I am doing today, we have to be capable of going all the way, like the military, like our veteran did in the Nazi era. Otherwise, we have to stop taking democracy for granted. When I was a lawyer, I took a course at the International Law Association in São Paulo, in Brazil, with anti-corruption experts from Washington, Paris, and London, 3 dots. So what I'm saying to you is stop protecting individuals who fail in their constitutional and public responsibility, even if it takes
the greatest courage in the world. Ask for your, I'm talking to the judge at the Court of Appeal in March 11, ask for your personal protection. Have the courage to take cognizance with an open mind, because impartiality require an open mind, according to Luc Huppé from La Déontologie de Magistrature. So take cognizance of the open mind evidence required to ensure your impartiality, to ensure that you will fully assume your constitutional responsibility as a mark of respect to the founding fathers and veterans who went to defend our human rights, our freedom, even to the peril of their lives. End of my citation. I'm continuing my plaintiff brief. And what happened as a result of this outrageous lack of impartiality, judicial independence, and the rule of law, as a result of this final judgment with an intentional lack of integrity on the part of the trial judge, who failed instead of taking his cue from our veteran, that is following through on his constitutional responsibility. What happened? What happened after? The Quebec Court of Appeal and the Supreme Court of Canada chose to protect the judge who had failed in his constitutional responsibilities, to protect their judge friend and then their judge friends, plural, instead of appointing what need to be appointed, instead to acting justly. This is what the application for leave to appeal from the in March 2021. This is what the application for leave to appeal from to the Supreme Court of Canada Preuve. The highest court in the province of Quebec in Canada and the highest court in Canada have chosen to do what the Chief of Justice of Canada in 1988, Chief of Justice Dixon, warned us about. Beginning the citation, this has nothing to do with the personal feeling of judge. Judge must not use the power they have in this respect to defend their own honor, and no judge should allow his or her personal feeling to come into play. End of the citation. But before the Supreme Court of Canada failed, before the judgment of the Supreme Court of Canada, when the original application for leave to appeal had just been filed with the Supreme Court of Canada, the then Chief of Justice of Quebec, the then Chief Justice of the Quebec Superior Court, meaning the boss of the Quebec Superior Court trial judge, chose not to do what he had to do in order to respect his constitutional responsibility, which was to bring the then exclusively Quebec situation, Quebec Superior Court and Quebec Court of Appeal, to the attention of the Canadian Judicial Council. No, he didn't do this. In order to rightly denounce his fellow judge, instead, the then Chief Justice of the Superior Court of the Quebec Superior Court chose to go from insult to outrage and officially filed a request for an inquiry concerning the plaintiff lawyer with the syndic of the Bar of Quebec, du Barreau du Québec. But there should have been no concern for the plaintiff lawyer, because the syndic du Barreau du Québec is an independent institution dedicated to the protection of the public and therefore at the service of a lawyer who denounced with solid evidence the shameful lack of constitutional responsibility of the trial judge of the
the trial judge of the Superior Court of Quebec and the panel of the 3 judges of the Quebec Court of Appeal. But against all expectation for the plaintiff lawyer, the respondent, Daniel Gagnon, assistant syndic at the Quebec Bar and responsible for handling this request for inquiry from the then Chief Justice of the Quebec Superior Court, decided to bring the first ever lifetime disciplinary action complaint against the plaintiff lawyer. Despite the extremely solid evidence within the 14th volume of the original application for leave to appeal. The disciplinary proceedings were instituted on May 18, 2021, even before the Supreme Court of Canada July 8, 2021 judgment on the original application for leave to appeal in March 2001. Then it's nearly 2 months before the judgment at the Supreme Court. As if the intention had been to threaten the plaintiff lawyer, as if to make it clear that it would have to withdraw her application for leave to appeal in order to prevent the Supreme Court of Canada from having to render judgment and failing in its constitutional responsibilities. It should be noted that the respondent Daniel Gagnon, testified under oath on 2 occasions that in addition to the 20, except for the 20-page brief, he had never read a page of the 14th volume of the original application for leave, the evidence, going so far as to plead before the Daniel Gagnon plead before the Quebec Bar's Disciplinary Council, and I quote, he, the respondent Gagnon, pleads that reading the 14th volume of the application for leave to appeal is not relevant to deciding the complaint. End of the citation. While the respondent Gagnon had chosen to assume public responsibility for evaluating the request for inquiry and its evidence, or was it a way for the respondent Gagnon to protect himself from possible criminal prosecution by trying to make people believe in the lack of his criminal intent, in the lack of his mens rea. We have reached the stage where we are entitled to ask ourselves this question. This disciplinary action by the respondent Gagnon was illegally endorsed in a total denial of justice and of the Canadian Constitution by the Disciplinary Board of Quebec Bar, by the Quebec Professional Tribunal, and again by the Superior Court of Quebec and the Quebec Court of Appeal. The Canadian judicial system having failed to respect the Constitution of Canada. As I mentioned before, the Quebec Court of Appeal on March 11, 2024, and it's my citation, for a case in which the Canadian judicial system failed miserably, including the highest court in a Canadian province, the Quebec Court of Appeal 3 years ago on February 4, 2021, and scandalously, including the highest court in a Canadian country, the Supreme Court of Canada, on July 8, 2021, a case in which the Canadian judicial system failed to respond to the Quebec government abuse of power. Today, the only question, Mr. Justice, I was pleading in front of the Court of Appeal, today the only question, Mr. Justice, that you must decide is, who do you wish to protect?
the Constitution of Canada, where the constitutional judicial power was interpreted by the then Supreme Court of Canada as being the constitutional counterpower to the abuse of government power, or to protect the individuals who have failed, who to protect, I repeat, sorry, who to protect, then who do you wish to protect, Mr. Justice? Who to protect the individuals who have failed in their constitutional responsibility, your fellow judge who have failed. To have chosen not to respect their obligation and constitutional principle, notably the rule of law, the separation of power, the independence of the constitutional judiciary, and the obligation of impartiality of the court and judge personally. On this last obligation, impartiality, please refer to Luc Huppé, monograph, La déontologie de la magistrature, perspective canadienne et internationale. If you want to know more about what an obligation of impartiality is, he covers it on several pages, end of the station, my station. It is in this circumstance that the present case concerns not only the plaintiff, but all Canadians who wish to live under the rule of law with a judicial system that respects its constitutional responsibilities. The role assigned to the Supreme Court of Canada is described as follows. The Supreme Court of Canada is the country's final court of appeal. It serves Canadians by deciding questions of law of public importance, thereby contributing to the development of all areas of law in Canada. The independence of the court, the quality of its work, and the respect in which it is held both at home and abroad all contribute greatly to the foundation of a strong, secure, and democratic country based on the rule of law. Under the Supreme Court Act, the Supreme Court of Canada is composed of 9 judges, including the Chief Justice of Canada. The Supreme Court of Canada is an important national institution situated at the apex of the judicial power of the Canadian state. End of the station. The rule of law, this is me, right? The rule of law only exists if the Constitution of Canada is applied by the court. My argument. Question 1. For the sake of the public confidence in the Supreme Court of Canada, the highest institution of the third constitutional power, on this application for leave to appeal and on the appeal, is it desirable to assign exclusively judges who were not judges of the Supreme Court of Canada on July 8, 2021? And the answer, yes. Obviously, to avoid any conflict of interest in connection with his judgment of July 8, 2021, the date on which the Supreme Court of Canada failed in the judgment on the application for leave to appeal that gave rise to the present case. Sorry. Question number 2. Is it desirable to provide for a hearing on this application for leave to appeal with written and public confirmation of effective security for the personal protection of the plaintiff, myself, by the Supreme Court of Canada, or failing that by the King, or if not by the King of the United Kingdom and the Commonwealth Realm, or the Governor General of Canada? Answer, yes, in view of the extremely high national interest of this request application for leave to appeal, all on exceptional basis. Is it desirable to Question 3. Is it desirable to have the present application for leave to appeal, including the 14th volume of the original application for leave to appeal, translate into English and made available in English and French to the entire world population by the Supreme Court of Canada,
or, if not, by the King of the United Kingdom and Commonwealth Realms or the Governor General of Canada? And the answer is yes. Giving the above statement and the two official language in Canada in order to offer the 40 million Canadian and the 2,500 million citizens of the United Kingdom and the Commonwealth Realms, meaning approximately 1/3 of the humanity, the transparency of the Supreme Court of Canada, and incidentally of the incidentally of the King of the United Kingdom and the Commonwealth Realms. Question number 4. What kind of justice system would you like to see in Canada? A system that allows judges to protect each other? No. The answer is no. In 2011, in her published thesis, author and law professor Martine Valois present an accurate portrait of the evolution of the Supreme Court of Canada with regard to the judicial independence. And the citation, although Valente had already distinguished between the two aspects of judicial independence, it was in Beauregard that the notion of the independence of the judge became that of the judiciary, which is broader than the freedom of the individual judge. The judgment Intérien and Moreau-Bérubé, in which the court for the first time raised the notion of abuse of judicial independence, clearly demonstrate the desire of the country's highest court to limit the scope of the protection of judicial independence in case where the guarantee must be applied to a judge whose conduct prove unworthy of the office of he or she owed. In a way, the Supreme Court, this is still the law professor Martine Valois, in a way, the Supreme Court is sacrificing judicial delinquency on the altar of institutional independence. This is the price to be paid to prevent the paradox of judging each other from tarnishing the aura of legitimacy that the courts are trying to build on the foundation of judicial independence as a pillar of the justice system. End of the citation. Question 5. What kind of justice system would you like to see in Canada? A system that respects our Canadian Constitution? Yes. Question 6. Do we want to live in a backward, a free and democratic society, democratic country? Answer: yes. As a Commonwealth country, we have to fight in the face of totalitarianism and barbarism, even to the point of losing our lives, the many lives of our veterans, to ensure human rights and social peace, because without respect for human rights, there can be no social peace. As a Commonwealth country, we have to choose and respect for human rights and social peace through the creation of our public institution, inspired by Roman law, through the creation of these institutions, which are the guardian of respect for human rights and constitutional principle inspired by Roman law, through the application of our Constitution, including the Constitution of Canada. In our public institution, no longer respect their constitutional responsibility if the judiciary is no longer a counterweight to the abuse of government power, if the judiciary serves judge and not justice. Then we can no longer claim to live in backward
a democratic country. And it is not by forgetting the fault that we correct those faults. It is only by the judiciary's sincere, honorable amends that the judiciary will be able to right itself as to correct itself, as is the case for every human being. Sincere amend are the only way. Sincere amend are the only way forward for the judiciary, for every constitutional authority, for every public institution, for every human being. Sincere amend. We are capable of doing this as Commonwealth country. We are capable of doing this for the future of our children. Because what the veterans did was their legacy. Now it's up to us. It's up to you, dear Judge of the Supreme Court of Canada, to bequeath a democratic society for the future generation. Question 7. Do we wish to act with utmost integrity? Answer, yes. Question 8. Should the Supreme Court of Canada see this final opportunity for Canadian constitutional judiciary to regain its lustre, challenge itself with integrity, and choose justice? Yes. Last question, question 9. Are the decision and judgment of the Canadian judicial system in the present case, including the original case, on our abuse of power by the third Canadian constitutional power, meaning the judicial power? Answer, yes. Here are the decision and judgment that the plaintiff had to face in the face of this relentless abuse of power by Canada's third constitutional power, that I'm reading all the decision and judgment. First, final judgment of the Superior Court of Quebec, date of November 24, 2020. Quebec Court of Appeal decision, date February 4th, 2021. Administrative decision of the then Chief Justice of the Superior Court of Quebec, date April 15, 2021. It's not finished. Decision to file a disciplinary complaint by the Syndic of Quebec Bar, date May 18, 2021. Supreme Court of Canada judgment, date July 8, 2021. Decision of psychiatric examination, date February 3rd, 2022. And decision of permanent disbarment, date March 10, 2022, by the Board of Directors of the Quebec Bar. Decision on guilt of the Disciplinary Board of the Bar of Quebec, date of April 29, 2022. Judgment of the Profession Tribunal, date August 3rd, 2022. Decision on sanction Disciplinary Board of the Bar of Quebec, date September 14, 2022. It's not finished. Judgment of the Tribunal des Professions du Québec, date February 16, 2023. Quebec Superior Court judgment, date January 3 and 9, 2024. And Quebec Court of Appeal judgment, date March 18, 2024. It is now time for the Canadian Constitutional Judiciary, through its highest court in Canada, to restore justice. Incidentally, the plaintiff and her brief on the original application for leave to appeal as follows. The first sentence is mine.
Well, we will end this quote from with this quote from Professor Osger, Enigar, and Riddle. Then I'm reading the quote of these professors. Suffice it's to say that independence of the judiciary is an essential part of the fabric of our free and democratic society. It is recognized and protected by the law and the Convention of the Constitution, as well as by statute and common law. Its essential purpose is to enable judges to render decisions in accordance with their view of the law and the fact without concern for the consequence to themselves. This is necessary to assure the public, both in appearance and reality, that their case will be decided, their laws will be interpreted, and their constitution will be applied without fear or favor. I'm ending this my plaintiff's brief, and the plaintiff is me, is myself. And let's not forget the plaintiff, myself, whose unfading integrity led her to be improperly disbarred as a lawyer in Canada. It is now also time for her to benefit from the protection of the Constitution of Canada as a constitution born of Roman law, born of the law of over 2,000 years ago, which we cannot afford to lose through the lack of integrity of the third constitutional power, the judicial power. And I'm finishing with a quote, a citation from the Supreme Court of Canada in Groya and also in Hill versus Church of Scientology of Toronto. A lawyer's reputation for integrity is his most important professional asset. This reputation usually takes a long time to build and can be lost at the snap of a finger. Court and authors have stressed its importance. In the Corey decision, Justice Corey put it this way: a lawyer's reputation is of paramount importance to clients, members of the profession, and the judiciary. Lawyers build and maintain their practice through their reputation for integrity and conscientiousness. It is the cornerstone of his professional life. Even with exceptional talent and diligence, a lawyer cannot survive without an impeccable reputation. Maintaining a reputation for integrity is the challenge of a lifetime. Once tarnished, a lawyer's reputation may never be fully restored. Then, the plaintiff requests that her application for leave to appeal be granted. And I signed yesterday, and I deposit today at the Supreme Court of Canada. I will deposit today or tomorrow on X and on Facebook these documents in this brief in French and this notice and the notice in French, and I will deposit this brief and this notice in English. And I will also deposit the full volume, all volume of the application for leave to appeal, to this application for leave to appeal, including the 14th volume of proof of the previous application for leave to appeal in March 2021. I will deposit for also on X and Facebook through a Docurium link. But this volume will be only for now in French until the Supreme Court of Canada or the King or the General Governor of Canada translate in English for the Commonwealth citizens, notably. Thank you very much, and thank you to help me to continue to
to fight with love for the future of the children. Thank you very much. Sorry.